Marais et puis Vincent Michaud qui représente le conseil municipal. Nous avons aussi, je vais les appeler, ils vont pouvoir rejoindre la table, Florian Michelot de la Société de développement de Verviers et puis Monsieur Bertrand Goltz de la Société Val de Bagne. Simon Viguette, déjà présent, va pouvoir répondre au niveau de tout ce qui est en lien avec l'Office du tourisme. Et puis, Laurent Vaucher, directeur de Téléverviers, qui nous rejoint aussi, qui pourra répondre sur toutes les thématiques en lien avec le ski et les montées mécaniques. Très souvent, quand on parle de tourisme, avant, on parlait de tourisme hivernal. Et puis actuellement, on ne peut plus parler de tourisme sans parler de tourisme 4 saisons. Et je pense que c'est le cas aussi ici, au niveau de la commune de Val-de-Bagne et de Verviers. Et j'aurais voulu poser la question à Florian Michelot et à Bertrand Goltz au niveau de la stratégie qu'ils ont au niveau des sociétés de développement par rapport aux 4 saisons. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous? Merci. Déjà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En préambule, je voudrais remercier le Conseil général qui, depuis quelques années, consacre un plénum au tourisme. Le tourisme 4 saisons, pour moi, 12 mois par année, il faut qu'on soit réaliste, ce sera très très difficile à réaliser. Déjà, si on arrive à faire venir des gens 10 mois par année, ce sera déjà un succès. Pour moi, un élément clé, c'est clair que faut-il pour faire venir des gens dans une destination? Il faut également que le plus grand nombre de commerces soit ouvert. Il faut qu'également, quand vous arrivez dans un endroit, il faut que vous soyez accueillis et puis que vous allez dans des rues où que ça bouge. Donc ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment mettre en avant parce que c'est le plus important. Après, je pense qu'on a remarqué, donc on reviendrait que le mois de mai, c'est difficile de faire venir des gens chez nous. Il y a tous les travaux qui débutent et tout, donc c'est plus difficile. Mais par contre, l'automne est en plein développement. Et là, je crois qu'on a vraiment quelque chose à jouer avec l'automne. Déjà parce que si la météo est positive, je dirais vraiment, on a des paysages et tout assez ahurissants et tout. Et surtout, on a toute une palette d'activités à proposer. On a bien sûr la randonnée, beaucoup de gens font de la randonnée, on a le vélo, on peut faire du cheval, on peut faire tout ce qui est hippique, on peut faire du parapente, donc on a une multitude d'activités à proposer. Mais pour moi, le point crucial, c'est vraiment de dire, voilà, si on veut attirer les gens chez nous, il faut qu'il y ait la plupart des commerces qui restent ouverts. Voilà, je passe à mon collègue. Merci Florian. Bonsoir à tous. Je pense qu'on a déjà dit une bonne partie de ce qu'il fallait dire par rapport à ce tourisme. C'est vrai que ces fermetures de certains établissements nous bloquent souvent par rapport à l'organisation de manifestations aussi. On cherche à avoir un maximum d'animation tout au long de l'année, sur tout le secteur, Verviers Val-de-Bagne. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas que les travaux, il y a aussi justement d'autres fermetures annuelles d'offices, d'hôtels ou autres qui nous bloquent quand même. On a essayé de développer quand même ces dernières années sur l'ensemble aussi de l'Entremont, les parcours trail, parce que c'est vrai que le trail est vraiment en essor aussi. Le trail de Saint-Bernard a vraiment un haut niveau, et les gens qui viennent et qui participent, ils sont vraiment souvent enchantés des paysages et de l'organisation. Donc le VTT électrique aussi, on a vraiment remarqué avec l'arrivée de l'e-bike et d'être aussi la commune un peu précurseur, en tout cas ici en Valais et tout, d'avoir lancé cet e-bike. On voit même quand il y a encore de la neige et que les gens skient, il y a déjà l'e-bike, il y a déjà le vélo de route et il y a déjà des trailers. Rien que ce week-end dans le Val-de-Bagne, il y avait déjà des trailers qui passaient et d'autres sur d'autres sentiers. Donc je pense qu'il faut juste que tout le monde, on va dire, pense tourisme et que chaque petit acteur, comme tu as dit aussi, commerçant et autres, essaye gentiment de jouer le jeu. Et là, nous, ça permet aussi après de dire, ok, on arrive encore à mettre ça à notre planning et on arrive encore à drainer un petit peu plus de monde. Alors, ouais. Merci. Donc on entend qu'on a plein d'activités, on entend qu'on a des problématiques justement d'ouverture, de travaux. Par rapport à la commune, et peut-être Vincent Michelot, quelle est la vision, la stratégie de la commune par rapport à ce tourisme 4 saisons? On a entendu, on parle de 4 saisons, c'est 12 mois, mais peut-être que 10 mois sur 12. Quelle est la vision de la commune par rapport à ça? Non, il est bien clair que 10 mois, c'est déjà exceptionnel, parce qu'il faut aussi laisser travailler les autres. Il y a les entrepreneurs, il y a tout le monde qui doit énormément travailler pour combler. Mais il y a aussi les vacances scolaires. On est aussi tributaire un tout petit peu des vacances scolaires. Ça vient on passe de plus en plus court, donc c'est plus compliqué l'été. Mais d'un autre côté, on a, comme ça a été dit, on a
panoplie d'activités qui sont susceptibles d'être faites dans notre Val de Bagne. On a peut-être le côté verbier un peu plus fun, mais tout le reste du haut du Val de Bagne et du côté du col des Planches, il y a énormément de choses à faire. Et puis je crois qu'on a un outil qu'on peut aller de l'avant, et la commune fait le maximum pour essayer d'organiser, de laisser organiser tout ça. Par rapport à ces activités, on a entendu pas mal d'activités qui étaient citées. Peut-être au niveau de l'Office du tourisme, Simon Viguette, quelles sont un petit peu les demandes qui sont faites par rapport à ceux qui veulent venir justement peut-être en dehors de la saison d'hiver? Est-ce qu'il y a des demandes particulières? Et puis peut-être une question qui complète, quelles sont les activités que vous proposez spontanément justement au niveau de l'Office du tourisme qui rencontrent un bon succès? Alors au niveau de la demande, évidemment, depuis plusieurs années, il y a une demande de diversité, une demande de prolonger les saisons, et on a la chance d'avoir des produits qui vont dans ce sens. Beaucoup ont été évoqués par Florian et puis par Bertrand. On a aussi un gros acteur économique et touristique qui, lui, est déjà ouvert 10 mois par année. Je parle de Téléverrier. Donc on a certains acteurs qui jouent le jeu. Donc on va essayer d'avoir un cercle vertueux de manière à inciter aussi les autres acteurs à être ouverts, puisque on a souvent parlé de l'œuf ou de la poule, mais on ne peut pas attendre que les clients viennent pour ouvrir nos commerces. C'est l'inverse qui se passe. Il faut qu'on ait l'offre en amont, que nous la relayions correctement, évidemment, et ensuite que les clients puissent en bénéficier. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi au niveau du patrimoine et de tout ce qui est agritourisme, de tout ce qui est culturel, qui a un énorme potentiel de développement. Donc là, on est au balbutiement de tout ça. Et le Val de Bagne a une chance énorme, c'est que l'offre est vraiment présente, elle doit être juste un petit peu développée, mise en lumière et permettre aux clients justement de découvrir ces éléments-là. À quoi s'ajoute aussi tout ce qui est événementiel. Les événements se développent de plus en plus, on essaye d'élargir un petit peu les ailes de saison, d'en avoir un petit peu plus tôt en été, un petit peu plus tard en automne. En hiver, c'est peut-être un petit peu différent, le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Et là, l'Office du tourisme est extrêmement actif aussi pour contribuer à développer ces événements, puisque c'est nous qui gérons le bureau des événements pour la commune. Et puis nous proposons de plus en plus d'animations. Après, c'est vrai qu'en entre-saison, on essaye de faire le relais par rapport aux prestataires existants, puisque nous sommes avant tout une courroie de transmission, un catalyseur qui utilise les prestataires eux-mêmes. Donc on va être incitatif, on va aider les prestataires à développer leurs activités, et puis ensuite les mettre en lumière. Et un dernier élément qui me paraît aussi fondamental si on veut vraiment développer un tourisme 4 saisons, c'est penser aux périodes où il est plus difficile d'aller faire des activités extérieures. Je pense au centre sportif, lequel offre une attractivité aussi supplémentaire, et puis avec les développements attendus, évidemment, ça va renforcer nos possibilités 4 saisons. Et un dernier petit élément serait le MAIS, tout ce qui est des congrès, des séminaires et autres. Mais là, on a des problèmes de disponibilité, des problèmes de salles, donc il y a encore un petit peu de travail à faire pour y arriver. Mais beaucoup de potentiel. Donc beaucoup de potentiel, et puis on travaille en amont, et puis soutenir l'offre. Au niveau des sociétés de développement, est-ce que vous verriez en fait des investissements prioritaires justement pour soutenir cette offre, soutenir le développement de ces nouvelles activités, ou en tout cas qu'elles puissent se faire, qu'elles puissent se développer? Je vais peut-être juste rajouter par rapport à ce que vient de dire Simon, une des activités qui a plus de succès l'été, c'est le petit déjeuner sur la plage de Sorel, qui est complet quasiment déjà au mois de mai, hein, pour quelque chose au début de saison, quelque chose qui se passe pendant l'été. Ben, c'est clair, ce qu'il a dit, pour nous en tout cas Verbier, ce qui est prioritaire, c'est vraiment de mener à bien ce centre sportif. Hein. Ça, je pense que c'est vraiment la priorité numéro 1 pour nous. Après, je pense que la commission de l'aménagement du territoire joue un rôle clé hein, dans le futur proche, également dans le futur plus éloigné pour les prochaines générations, hein, parce que quand vous devez décider de garder certaines places pour bâtir certaines choses, donc ça je pense que c'est très très important. Et puis également, je pense pour la région également, peut-être le projet de Curala est important. Et cette année, il y a quelque chose qui s'est révélé vraiment, qui s'est révélé un peu, comment dire, qui a montré nos faiblesses. C'est vraiment la problématique des lits pour les gens qui viennent travailler chez nous. Et ça, je pense, vous savez, quand on dit que vous venez chez nous, quand vous venez un touriste vers chez nous, ben, c'est pour vivre une expérience. Et vivre une expérience, et ben, si vous êtes bien servi, parce que vous avez des gens qui connaissent leur métier et tout, et ben, l'expérience est d'autant plus appréciée. Voilà, je pense, un peu les prochains développements. Et pour le Val de Bagne,
Alors au Val-de-Marne ou Val-de-Marne tout court, ça fait quelques années qu'on planche sur des projets avec la commune, comme place de pique-nique complémentaire, parce qu'on sait par exemple Charançon, c'est énormément loué, et il y a beaucoup de demandes pour avoir encore plus de disponibilité. Donc là on a des projets à l'étude, aussi des tables bancs et autres qui nous manquent, donc c'est des infrastructures plus petites, mais qu'on met chaque année en avant. Cette année on va donc poser 2 tables bancs. Il y a d'autres projets avec aussi signalétique, mais je crois qu'on revient après sur une autre question là-dessus. Et puis aussi le souci quand même d'accueil camping en fait. Ça fait longtemps qu'on a ce dossier camping. Là on l'a ressorti, on est en train de rediscuter aussi avec Emmanuel dans les prochaines séances qu'on va avoir. Il faut vraiment qu'on ait un accueil sur le secteur, en tout cas le Chat, le Curala et autres, parce qu'on remarque aussi que l'évolution du camping, c'est plus comme dans les années 60-70 où c'était un peu marginal, c'est vraiment tout type de clientèle, même plus haut de gamme, et qui cherchent vraiment à venir même à l'hiver à ski, parce qu'ils ont des véhicules qui permettent d'être chauffés correctement et autres. Et actuellement, c'est vrai qu'ils sont parqués, on va dire, à côté du skatepark, sans forcément accès au très haut, voilà, c'est un peu dommage. Donc là, on a tout un concept là-dessus qu'on travaille déjà depuis quelques temps avec la commune. Très bien, on voit qu'il y a plein d'activités multiples, des activités intérieures, des activités extérieures. Une question qui nous a été posée par rapport aussi aux 4 saisons, et là je vais me tourner vers Vincent Michelot, par rapport à la commune, c'est au niveau du tourisme médical. C'est une très bonne question. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des locaux quasi neufs à Verbier et tout. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de trouver des solutions. Il y a eu des locataires, ils sont venus, ils sont partis, c'est vraiment pas si simple. On avait l'objectif d'avoir une offre avec un regroupement des médecins. Ça discute toujours, c'est compliqué. On s'aperçoit que c'est une profession libérale, et puis il y a quelques soucis, des fois, on est un petit peu au niveau entre eux, au niveau de l'exclusivité et tout. Mais aujourd'hui, on sait très bien que c'est hyper important, c'est une des premières choses que demande une personne qui habite, qui est résidente dans la commune, sur Verbier, comment ça se passe pour le service médical. Et aujourd'hui, on a quand même 2 cabinets qui sont sur la place de Verbier, mais qui sont un tout petit peu indépendants l'un de l'autre, donc c'est un gros souci. On a des locaux, on a des propositions qui arrivent, on a peut-être une solution pour le futur, on espère, parce que c'est vrai que c'est un problème récurrent, mais qui est épineux, et on va aussi dans d'autres stations pour pas être unique, mais que ça se passe aussi pas si facile qu'on croit. Merci pour cet éclairage. Quand on parle 4 saisons, on pense aussi aux activités. Alors comme le disait Simon, un des premiers acteurs de 4 saisons, c'est les remontées mécaniques, qui sont ouverts 10 mois par année. Peut-être la question qu'on pourrait poser à Laurent Rocher, c'est quelle vision les remontées mécaniques ont par rapport aux 4 saisons. Mais peut-être, juste avant de répondre, nous donner un petit retour sur la saison d'hiver, comment ça s'est passé. Bien ? Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons une excellente saison d'hiver. Par contre, au début de saison, au mois d'octobre, novembre, quand on a fait nos budgets, puis quand on voyait ce fameux Omicron arriver, plus une introduction de quarantaine pour quelques pays, là on s'est dit, oulala, ça va chauffer comme l'hiver dernier. Puis soudain, on a beaucoup travaillé, puis on a pu faire lever cette quarantaine. Après, il y a eu cette obligation de se faire tester une fois qu'on était sur place entre le 4e et le 7e jour. Ça, c'était pas très commode parce qu'imaginons qu'on a 20 000 visiteurs, comment voulez-vous avoir la logistique pour les tester? Ça aussi, ça a été levé. Puis en fait, contre toute attente, on a eu une fréquentation qui a été extraordinaire, surtout à Noël. Et puis ce qui était le plus magnifique, je crois que je l'ai entendu beaucoup dans la région, je crois que le mois de janvier était record pour tout le monde. Puis le creux de janvier, on peut relever, c'était janvier. Il n'y a plus de creux de janvier. Et ça a vraiment été exceptionnel. La météo, elle a aussi beaucoup contribué à cette excellente saison. Donc c'était vraiment magnifique. Les conditions d'enneigement n'étaient pas très bonnes. On avait des itinéraires qui souffraient beaucoup, mais on a toujours pu maintenir les pistes. Et puis je crois que d'avoir une belle météo, un soleil, on dit toujours mieux voir peu de neige et beaucoup de soleil que trop de neige et pas de soleil du tout. Donc on a eu tout qui a été réuni, puis je crois qu'on a vu aussi dans la population vraiment une envie de pratiquer des activités outdoor, comme on les dénommer. Et on a passé, in fine, une excellente saison. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. On a eu une année très chargée l'année passée avec la construction de la nouvelle télécabine, l'enneigement mécanique, etc.
Et puis on a aussi cette nouveauté, le champ PRB ouvert à l'année maintenant, sauf le mois de mai aujourd'hui, qui a bien fonctionné. On a vu que hors période de ski, ça représente quand même 20% des passages, donc je crois que pour une première année, c'était vraiment excellent. Et puis cette année, on repart de nouveau avec plein de projets. Et puis une saison qui s'est prolongée jusqu'à la patrouille des glaciers, qui était plus une activité 4 saisons, hein, parce qu'ils sont arrivés avec un gros pas de course par rapport à l'arrivée. Par rapport aux 4 saisons, peut-être un point de vue pour vous en tant qu'exploitant de montée mécanique. Alors je vais mettre le char PRB de côté, parce que sinon on pourrait dire que c'est 12 mois par année, quoi, hormis quand on a des entretiens. Quand on peut commencer à skier les premiers week-ends de novembre, on arrive à 11 mois. Alors je triche un peu, les 2 premières semaines de juin, on est ouvert que le week-end, et puis durant le mois d'octobre et novembre aussi que durant le week-end. Mais pour nous, depuis très longtemps, mes prédécesseurs ont déjà mis ça en place. Je crois que d'avoir une activité sur la montagne, d'ouvrir des installations, permettre cet accès facilité avec des remontées mécaniques, c'est quelque chose vraiment de très appréciable, c'est vraiment une valeur ajoutée à la région. Et quand je discute avec mes collègues qui ont vraiment une forte activité sur la montagne, comme je prends le Titlis, ou on prend le Chiltern, etc., où là ils accueillent plus d'1 million de visiteurs par année, ils vendent des forfaits journaliers plus chers que les forfaits journaliers de ski en hiver. On dirait pas trop de ski en été. Et en plus, ils n'ont pas les charges d'entretien du domaine skiable. Donc on voit vraiment dans leur compte d'exploitation que cette plus-value avec l'été est très très importante. Alors ce qui nous manque pour qu'on soit, disons, durable et puis profitable à terme, c'est encore un peu de volume, peut-être du prix aussi, mais je crois qu'on est sur la bonne voie depuis quelques saisons. En tout cas, depuis que je suis arrivé, alors c'est pas grâce à moi, hein, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'on voit une influence qui est de plus en plus forte en été. Est-ce que c'est les courts séjours qui favorisent un petit peu, on va plus peut-être 2-3 semaines à la même place, puis on fait un peu de montagne, on fait un peu de plage, etc. C'est toutes des questions qui sont ouvertes, mais je crois qu'on est on est en bonne voie. Et puis je crois que dans la région, on a tout pour bien faire. Au niveau des répartitions, hiver, le ski, non-ski, on a une répartition par rapport aux fréquentations sur les montées mécaniques. C'est 90% en hiver et 10% en été. Donc c'est quand même conséquent par rapport à l'hiver. Il reste du boulot. Il reste du boulot, on est sur le bon chemin. Puis par rapport à l'hiver, justement, on se rend compte que c'est de plus en plus difficile en fait de motiver les gens, les jeunes, à venir skier. Il y a des tendances qui sont en train de changer. Qu'est-ce qu'elle fait en fait pour encourager les jeunes à venir skier sur le domaine? Alors, on ne veut pas ça, c'est des fleurs, mais je crois que les jeunes sont très très présents à Verbier. J'ai eu beaucoup de visiteurs cet hiver d'autres stations de ski, parce qu'on a eu ce fameux titre de champion du monde, alors ils sont venus voir ce qu'on faisait, et puis tous ont dit, c'est incroyable l'âge moyen de votre clientèle que vous avez sur le domaine skiable. Alors, je crois qu'on a un produit qui est exceptionnel pour les jeunes, non seulement sur les pistes avec cet esprit freeride ou bien un snowpark, etc., mais on a aussi ski on tour, la journée de ski avant et après. Je crois que le jeune, quand il vient à Verbier, peut vivre vraiment une expérience 360, comme on appelle, et ça, c'est très attractif. L'accès aussi, ça fait partie de notre stratégie de renouvellement des skieurs. Aujourd'hui, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on constate que les jeunes, l'âge moyen d'acquisition du permis de conduire, c'est 23 ans et demi. Moi, à 18 ans et un jour, j'étais déjà commandant avec mon permis provisoire à essayer d'apprendre à conduire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de voiture, ils ne peuvent plus se déplacer. On a eu une belle gare qui a été construite en 2017. On a pu mettre le Verbier Express sur pied avec les CFF. Et puis maintenant, on a pu encore ouvrir ces télécabines jusqu'à minuit le soir. On a passé dans le transport régional de voyageurs. Alors, je crois qu'on est très attractif pour les jeunes, parce que je monte à Verbier, je n'ai pas besoin de bagnole. Et puis, je peux rester encore un bon moment le soir. Et puis, on voit dans nos statistiques, les jeunes, alors c'est vraiment en progression. Et pour les jeunes de la commune, Vincent Michelot, est-ce qu'il y a des actions qui seraient faites pour encourager justement les jeunes à venir skier? Est-ce qu'on voit une tendance? Est-ce que les jeunes qui habitent ici vont moins skier qu'avant? Oui, alors c'est vrai que la commune a toujours fait des efforts avec des abonnements. Ils offrent des abonnements aux jeunes pour les 4 années, à l'année. Après, il y a aussi aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus compliqué dans les écoles. Hein, on ose moins aller skier qu'à l'époque. Hein. Donc ça, c'est aussi une petite chose. Mais par contre, il y a les écoles de ski qui ont fait pas mal d'efforts, puisque cette année, c'est pas depuis cette année, mais depuis 2-3 saisons, 2 écoles de ski qui font skier le samedi, les enfants de notre vallée gratuitement, ou avec un prix vraiment dérisoire, pour les inciter à faire du ski. Et puis après, donc, la commune soutient ce principe. Mais après, il faut aussi dire une petite chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la commune Val-de-Bagne, on a plus de 65 nationalités.
Et puis peut-être dans ces personnes-là, il y a aussi des gens de l'extérieur qui n'étaient pas habitués à faire du ski. Il faut leur trouver des solutions pour essayer de les intégrer. Et puis c'est ça qui va leur donner le plaisir de skier plus tard. Mais si on n'a pas les parents, les grands-parents qui ont fait ça avant, des fois c'est un peu plus compliqué. Hein. Et puis peut-être pour répondre à la problématique ou à la thématique justement de l'âge moyen, est-ce que offrir des gratuités aux seniors, ça permettrait peut-être d'élever un petit peu l'âge moyen, et puis plus particulièrement pour les manières, parce qu'on sait que les gens de plus de 77 ans skient gratuitement sur les montées mécaniques suisses, dans des stations suisses. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour les manières, proposer un âge à 70 ans ou à 65 ans qui leur permettrait de profiter des pistes gratuitement? Bon, écoutez, je crois qu'il y a un abonnement qui est déjà super attractif, c'est 600 francs à l'année pour les personnes domiciliées dans la région. Quoi. Donc je crois qu'on a une offre qui est exceptionnelle pour celui-là. Et puis pourquoi jusqu'à 77 ans? En fait, c'est comme les jeux de société, c'est de 7 à 77 ans. Mais il y a des jeunes, alors chez nous, on ne joue pas de 7 à 77 ans, on paye de 7 à 77 ans. Et avec les jeux de société, on a des gens au-dessus de 77 ans qui jouent toujours. Et puis, pourquoi pas, peut-être qu'un jour, au-dessus de 77 ans, ils vont payer, parce que qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui ont 77 ans, ils sont de plus en plus en forme, et puis ils pratiquent beaucoup de ski, donc on se dit peut-être qu'en une fois relever plutôt l'âge que de le diminuer. Vous l'avez très bien mentionné, en fait, il y a déjà des prix attractifs au niveau de l'abonnement de saison. Il y en a aussi pour les tarifs journaliers, pour ceux qui habitent la commune. Oui, alors pour les locaux, l'abo annuel adulte, pris avant le mois de novembre, avant la fin novembre, c'est 600 francs à l'année. Pour les jeunes, 16-25, c'est 400 francs, et puis pour les enfants, c'est 300. En plus, dans la commune de Magne, l'enfant paye 10 francs, si je ne me trompe pas, avec l'arrangement que l'on a. Et puis pour les personnes qui viennent à la journée, c'est 20% de rabais sur la journée sur le tarif 4 vallées et 40% sur le tarif 2. On voit qu'on a des prix très attractifs pour toutes les catégories d'âge et d'habitants de la commune. Un projet qui fait beaucoup parler de lui, le projet de Curala, au Chable, peut-être Christophe Marais, on peut en parler un petit peu? Oui, on peut en parler. Bonsoir à tout le monde. Plaisir de voir autant de monde au fond de la salle. En tout cas, je crois que ça amène du monde à Valège, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, le projet de curage, je voudrais juste vous rappeler quand même que c'est un projet public et privé. Hein. Donc la commune fait partie de ce projet-là, mais une petite partie et pas la totalité. La grosse partie pour la commune, ça sera d'entreprendre des parkings. Et les parkings ils seront payants comme dans beaucoup de stations de ski. Hein. C'est clair qu'on ne peut pas investir 30 millions et je pense qu'on devra, certainement avec des tarifs modérés ou en fonction de la saisonnalité, mais on ne pourra pas offrir les parkings aux gens qui viennent skier. Ça, c'est clair. Mais on retrouve la problématique des parkings un peu partout dans les stations. Par rapport à ce parking-là, est-ce que Téléverbier va participer sur une manière pour baisser le tarif du parking ou sur le projet en lui-même au niveau de la construction? Financièrement, je sais pas. Financièrement? Non, c'est pas le but. Il ne faut pas oublier que ce que Téléverbier investirait dans ses infrastructures publiques, c'est ce que Téléverbier n'arrivera pas à investir dans ses propres infrastructures. Et je crois que pour la région, c'est très très important d'avoir des infrastructures sur les pistes qui sont vraiment de qualité. Je crois qu'on l'a démontré avec la nouvelle télécabine qu'on a faite. On a pensé 4 saisons, on a pensé accès vélo, etc. On peut prendre des vélos dedans, maintenant on n'a plus besoin d'y prendre. Alors tout ce qu'on investirait ailleurs du périmètre des remontées mécaniques, c'est tout ce qu'on ne pourra pas faire sur Domestia. Et puis on a encore beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot notamment sur... Peut-être juste compléter. Comme on a des promoteurs privés qui font partie de ce projet-là, c'est normal que les promoteurs participent aussi aux infrastructures et puis à tous ces parkings qu'on va réaliser qui vont servir aussi à la promotion des immeubles qui sont construits sur les parkings. Très bien. Et puis des projets pour Téléverbier justement, notamment le projet de la Bassée. Beaucoup de questions qui se posent. Où en est-il? Est-ce qu'il se fera cette année? Alors il est bloqué pour l'instant. Pourquoi il est bloqué? Tout simplement parce que c'est un remplacement d'une montée mécanique. Elle est là depuis 37 ans. Puis en 2001, le départ de l'actuelle station, où on mettra la nouvelle, elle a été inclue dans un périmètre qui s'appelle de zone Maya. Et puis la loi dit que dans les zones Maya, on n'a pas le droit de construire autre chose que ce qui ressemble à des Mayens ou une réfection de Mayens. Puis en plus, la Confédération est en bisbille avec le canton du Valais au sujet du règlement de la zone Maya en Valais. Et nous, on est pris au milieu. Donc en théorie, selon les bases légales, on ne pourrait pas. Ça commence à se désamorcer pour beaucoup
de téléphone, on devrait le faire, mais il y aura peut-être une charge qu'à terme, dans le futur plan d'aménagement de la commune, que ce départ de montée mécanique soit plus dans la zone manière. Mais des petites choses comme ça, on n'a pas eu d'opposition, c'est très bien allé, on était prêts, maintenant on prend déjà 3 semaines dans les dents, et puis on risque de finir ça dans la neige à cause de détails comme ça. Alors j'aimerais juste ajouter, on a parlé un petit peu avant l'aménagement du territoire, vous allez être occupé ces prochaines années à déposer un nouveau plan d'aménagement du territoire. Réfléchissez et prévoyez tout, parce que changer après, ça peut devenir extrêmement difficile. Quand on fait des modifications partielles, on a vu, on a traîné 11 ans avec des procédures pour SR ça relève, et puis c'est pas fini. Donc, quand vous allez prévoir tout cela, c'est vraiment considérer le tour jusqu'à 4 saisons et puis voir très loin. Oui, Alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Laurent, le master plan est là justement pour ça. Donc, c'est un outil qui va servir à prendre de la hauteur et à avoir des perspectives pour faire le plus juste possible en fonction du projet prévu. Quand on parle de montée mécanique, notamment si on parle des restaurants, quand on va skier, on vient de se restaurer. Dans le cadre des restaurants, quelle est la politique en fait des remontées mécaniques par rapport à la promotion du produit du terroir? Est-ce qu'on sert des raclettes partout, la viande séchée, des vins du Valais? Alors on ne sert pas les raclettes partout parce que sinon on n'aurait pas de variété, mais en termes de produits de terroir, tout ce qui est fromage, c'est pris à la Fromathèque, puis sur les recettes de Eddy. En termes de viande, on achète chez Belmaître à Verbier, après je ne sais pas où il se fournit. Et puis produits frais, c'est un petit peu plus difficile, tels que salade, etc. et légumes, d'avoir des produits du terroir en hiver. Mais non, on est très axé sur les commerçants locaux. Le pain, il vient du même nom que 2 de mes homologues qui sont autour de la table. Donc je crois qu'on participe énormément à l'activité locale. Puis si je peux me permettre de rajouter, l'année passée on a investi 40 millions de francs et 7 millions de travaux ont pu être réalisés par les entreprises locales. Le reste n'a pas pu parce qu'on n'a pas encore de constructeurs de montée mécanique ou de constructeurs de canons à neige. On voit une forte implication avec les partenaires locaux, des partenaires locaux qui contribuent justement aussi au tourisme doux. Quand on parle tourisme doux, on parle de nouvelles activités. Et quand on parle aussi de nouvelles activités, on arrive avec des conflits d'usage qui interviennent dans ces cas-là. Et puis, notamment, on a des nouvelles activités qui se font en hiver avec le ski-mo, la peau de phoque, les montées le long des pistes. Comment ça se passe au niveau des responsabilités, peut-être au niveau de la commune, au niveau de ces nouvelles tendances qu'on voit de plus en plus? Au niveau de la commune, c'est un sujet qui a fait surface de nouveau cette année. L'année passée, je crois qu'on s'est entretenu avec Téléverbier. On a essayé de trouver des solutions à proposer, surtout une année patrouille, donc c'est extrêmement important. On voit quand même qu'il y a du conflit entre les remontées mécaniques, les randonneurs, et puis à nous trouver les meilleures solutions, mais on y travaille avec Téléverbier pour essayer de proposer une offre. Mais je rappelle quand même qu'il y a d'autres offres qui existent dans la vallée, et puis profiter déjà de ces offres-là avant de grimper au bord des pistes. Est-ce qu'il y a le projet d'un rodoparc qui est en discussion ou pas du tout? Nous, on a un grave problème quand on s'occupe de remontées mécaniques, ce sont des bases légales. Quand il y a un accident sur des pistes, c'est quelqu'un qui monte à l'inverse du flux des skieurs. Bon, c'est celui qui vient depuis en dessus, qui fonce, celui qui monte, en théorie, qui est responsable. Mais le soir, quand vous êtes sur les pistes, puis il y a un accident avec un engin de damage, c'est la loi sur la circulation routière qui fait foi. Et quand vous avez un accident de la route, c'est la responsabilité causale. Donc, nos chauffeurs commencent sérieusement à avoir beaucoup de problèmes parce que jusqu'à 3h du matin, il y a vu des jeunes qui, certains je pense, sont allés s'entraîner à 3h du matin pour s'habituer à l'horaire de la patrouille, mais ça devient intenable. Et puis ces jeunes-là croient qu'ils connaissent tout, ils ne voient pas les câbles, et puis en plus ils descendent sur les pistes qui ont été préparées. Et puis maintenant, il y a une considération au sein des remontées mécaniques suisses. Il y a plusieurs de mes collègues de grandes stations qui commencent à lever le bouclier, puis qui vont plutôt pencher, si la base légale ne change pas, une totale interdiction de pratiquer la randonnée sur les pistes parce que c'est absolument invivable pour des exploitants de remontées mécaniques. Donc on ne va pas vraiment dans la bonne direction à cause du comportement des gens. Et comme Christophe l'a dit, il y a beaucoup d'autres offres pour aller faire la rando. C'est vrai qu'une piste, ça donne un sentiment de sécurité, mais je ne comprends pas quand des gens, en
Noël Nouvel An commence à monter depuis Médran à 16h alors qu'on a 18 000 skieurs qui vont leur arriver sur la tête. Quoi. Je pense que des fois ça devient insensé et nous, notre responsabilité est engagée à chaque fois et on en passe des heures avec des avocats, etc. de l'alimentation. Donc plutôt une tendance à vouloir tout interdire sur les pistes, comme ça se fait dans d'autres pays. Des discussions qui sont en cours entre la commune, les routes mécaniques et des tendances qu'on va retrouver aussi en été. Je me tourne vers Simon Vigal, avec notamment le développement de l'e-bike, du vélo, qui élargit énormément en fait, le champ d'application, le champ d'utilisation de ces engins, et qui va poser aussi des conflits avec les promeneurs, avec aussi des paysans, avec des barrières qui sont ouvertes, qui ne sont pas fermées, avec du bétail qui parfois s'en va. Comment est-ce qu'on gère cette thématique-là au niveau de l'Office du tourisme et ces pratiques? Alors on va être très agile parce que c'est une thématique qui a énormément évolué ces dernières années, de point de vue de la pratique déjà, puisque auparavant quand on faisait du mountain bike c'était sur les routes forestières, on n'avait pas les mêmes problématiques, et maintenant l'attractivité sont les sentiers pédestres, ce qu'on appelle single trail dans le jargon, et puis avec l'avènement du VTT électrique on peut aussi monter sur des chemins qui étaient auparavant réservés à une élite des élites sans forcément être un pro. Et ça amène effectivement des problématiques de cohabitation, d'autant que la loi a aussi évolué, puisqu'à un certain moment, la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs préconisait les séparations des usages, donc on a commencé à travailler là-dessus, et maintenant cette même loi préconise une cohabitation. Par contre, cette cohabitation nécessiterait des aménagements que malheureusement nous ne pouvons pas encore faire, puisque les services de l'État traînent énormément pour l'homologation. C'est un sujet cantonal, puisqu'il y a un lobbying qui est en train de se mettre en place au niveau du canton dans le cadre de l'organisation des championnats du monde de VTT 2025, parce qu'on a un énorme problème. On veut proposer quelque chose, mais on a les services de l'État qui nous empêchent de les homologuer et de faire les aménagements nécessaires. Et là, on se retrouve avec une quadrature du cercle sur laquelle on travaille, mais qui est extrêmement complexe. Après, de notre côté, on travaille évidemment aussi sur tout ce qui est communication. L'équipe de Promobike a mis en place tout un concept de sensibilisation, principalement pour les VTTistes, de respect des autres usagers, qui ont évidemment la priorité, qu'on diffuse sur nos différents canaux d'information, sur aussi le packaging des petites sonnettes qu'on met à disposition de nos visiteurs, sur le terrain également. Donc il y a un énorme travail qui est fait. Mais je pense qu'actuellement, ce qui nous bloque le plus, c'est cette impossibilité d'homologuer qui ne nous permet pas de communiquer correctement, qui ne nous permet pas de faire les aménagements nécessaires. Et pour illustrer ça, on a fait des chicanes pour ralentir les VTTistes dans certains lieux, notamment à l'entrée de Sarrié. Ces chicanes ont dû être enlevées parce qu'elles n'étaient pas sur un sentier homologué pour le VTT, alors qu'elles sont nécessaires. Donc des problématiques d'homologation qui prennent du temps. Est-ce qu'au niveau de la commune, Vincent ou Christophe, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de légiférer peut-être au niveau de la commune en attendant que ces homologations puissent se faire, ou faire quelque chose au niveau légal, ou alors de mettre en place des projets un peu alternatifs? On parle de la route, de la PLANI par exemple, qui permettrait de pouvoir améliorer la cohabitation entre les différentes pratiques. Bon, mais c'est sûr que la cohabitation, c'est la première chose. Un vélo n'est pas interdit, un piéton n'est pas interdit, donc après c'est un peu le respect de chacun. Après la commune, c'est de soutenir un peu ces projets. On soutient aussi par une offre. On avait une offre pour les vélos électriques dans les magasins locaux du Val de Bagne. Il y a des bornes qui ont été mises à droite à gauche, une quinzaine sur l'ensemble de la vallée. Donc c'est de la promotion c'est le soutien communal par rapport au développement. Après, comme l'a dit Simon, les règles sont les règles, et puis c'est difficile, en tout cas, d'aller contre, c'est impossible, et puis il faut essayer d'être le plus cohérent possible. Mais je pense quand même que beaucoup, on a relativement peu de plaintes, mais c'est tout un peu le respect du cycliste par rapport aux piétons. Mais c'est vrai que si on peut dévier un sentier par rapport à un côté piéton et un côté cycliste, ben c'est ce qui est fait par Promobike. Donc on voit qu'on a des belles activités à ce niveau-là. Peut-être faire un point, Simon, sur la perspective de l'été par rapport au tourisme, ce qui est prévu par l'Office du tourisme pour cette prochaine saison. Et peut-être un petit retour aussi sur l'hiver. Alors, beaucoup de choses. Juste une petite précision par rapport au projet de la planille, puisque grâce
une rallonge que vous nous avez octroyée l'automne dernier, enfin au début de l'hiver dernier. Nous avons pu engager notamment une personne supplémentaire qui va s'occuper de la gestion de projet, et un de ses premiers projets, donc elle va commencer début juin, sera de s'occuper de la planning, puisque c'est vraisemblablement un projet prioritaire qui a été identifié au niveau de la commune et des SD. Pour revenir sur le programme estival, c'est vrai que là, avec les températures qu'on a, on pense enfin beaucoup à l'été. Nous, ça fait déjà quelques mois qu'on a la tête dedans, malgré les problématiques hivernales que nous avons connues. Un programme estival extrêmement riche, extrêmement varié, soutenu principalement par l'événementiel. Donc, on dit qu'est-ce que l'Office du tourisme organise. En fait, nous, on fait quelques activités, évidemment, mais la plupart du temps, on aide les activités des partenaires à être mises en lumière et à être fréquentées. Je parlais justement des événements qui s'étoffent, des événements qui s'améliorent. On va enfin pouvoir revivre un été normal après 2 étés qui étaient extrêmement compliqués en lien avec le Covid. Et puis on a de nouveau des nouveaux événements comme le Wine Festival qui va commencer début juillet, donc dans la première semaine de juillet. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec un rallongement des saisons. On commence un petit peu plus tôt et en essayant de finir plus tard. Avec beaucoup aussi de nouveautés. On a le trail vers Saint-Bernard qui a été repris par l'UTMB. Donc maintenant, on aura aussi une mise en lumière un petit peu différente de cet événement. Et puis, ça fait partie des 30 courses qualificatives pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. Beaucoup d'autres choses, du culturel, du Verbe Festival, du bike, on en a parlé, du hippisme et ainsi de suite. Avec, en clôture de saison, les Swiss Cheese Awards, dans le cadre de Bike Capital de la Raclette, donc un très très bel événement. Et puis beaucoup d'autres activités, évidemment, on a parlé d'agritourisme, on a parlé de culture, on a parlé de patrimoine, on a la chance d'avoir, surtout en été, une palette d'activités sur un territoire extraordinaire, on peut avoir autant des aspects extrêmement sauvages qu'extrêmement festifs, comme par exemple un Verbier, ou alors se trouver dans le fond du Val-de-Bagne. Donc là, beaucoup de choses qui se passent. Au niveau du VIP Pass, on revient dans une activité un petit peu normale avec le VIP Pass, puisque l'été dernier et l'été d'avant, le VIP Pass avait été boosté grâce aussi à un crédit complémentaire qui nous avait été accordé pour contrer les effets du Covid. Et là, le Covid est parti, espérons pour le plus longtemps possible. Donc on peut repartir sur un programme normal, mais on a quand même étoffé certaines offres, notamment sur Volège, puisque le bus pour le Levron aux provinces ont été rajoutés, le train entre Sambranché et le Châble. Il y a également un sujet qui est à l'étude pour faire des bus qui iront jusqu'à Chemin dessus. Et puis les remontées mécaniques, comme vous l'avez vu l'été dernier, ont été ouvertes sur Bruzon. Là, ça sera étendu, ça commencera plus tôt les week-ends et ça va aller jusqu'à la fin du mois d'août. Il y a également la navette de Brunet qui a été aussi, et ça c'est merci à l'aménagement du territoire, à la commune d'avoir pris le relais sur ce dossier qui était géré auparavant par Verbe Tourisme. Navette de Brunet qui est aussi étendue et pérennisée. Donc au niveau des VIP Pass, beaucoup de choses qui se passent. Donc un été avec de belles perspectives, évidemment, ça dépend toujours de la météo, donc on verra ce que ça nous donne. Mais nous sommes déjà dans la tête dans l'hiver un petit peu, puisque l'été est déjà bien organisé. Et puis, on espère que ce sera un hiver réussi. Donc, comme l'a dit Laurent, on n'est jamais à l'abri d'une surprise comme on l'a eu au début de l'hiver dernier. Mais c'était un hiver extrêmement positif au final, malgré d'énormes difficultés au départ. Et là encore, j'aimerais remercier tous les acteurs et les politiques et vous-même, puisque grâce aux moyens financiers et humains et énergiques qui ont été mis en place, on a pu justement développer plein de mesures, notamment tout ce qui était des tests Covid et autres, qui nous ont permis de passer un bel hiver. C'était beaucoup plus compliqué dans d'autres destinations. Donc là, on a heureusement pour nous des armes en main que peu de destinations ont. Et puis, dernier élément comme perspective de l'hiver, on a eu la chance l'hiver dernier, grâce à la qualité des prestations, à l'engagement de tous les prestataires notamment, de gagner le prix de meilleure station au monde. Donc le challenge sera de réitérer l'exploit. Et puis là, vous avez un petit clin d'œil, puisque le verre à bière qui vous est offert a été fait exprès pour l'occasion. On aura l'occasion de fêter après avec la dégustation de la bière, on se réjouit. Pour revenir dans le tourisme doux et l'été, donc des questions qui se posent par rapport au Val-de-Bagne. Avec quelle vision concrète on peut avoir par rapport à ce tourisme doux, et puis dans quel délai on pourrait réaliser certains projets? Oui, alors le Val-de-Bagne, ça fait longtemps, ça fait déjà de nombreuses années qu'on est à l'étude pour essayer de trouver quelque chose de cohérent. Moi je dirais que ce n'est pas un projet de développement, c'est plutôt, on va dire, une valorisation, on dira, des richesses naturelles et tout ce qui existe déjà. Parce que développement, on pense construction, autre aménagement. Je
pense qu'il y a déjà tout. Il y a un recensement qui a été fait depuis maintenant 2 ans, grâce aussi à l'Avétourisme, parce qu'on a pu avoir l'engagement d'une personne dédiée au développement, que nous cofinançons avec la SD Val-de-Bagne aussi. Et cette personne a fait déjà énormément de travail. Elle est souvent à l'Office du tourisme de Fionnet d'ailleurs. Et elle a rencontré déjà énormément de partenaires locaux. Et on a pu vraiment recenser tous les besoins, en fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Notre crainte première par rapport à une valorisation de ce Val-de-Bagne, c'est d'amener trop de monde. Parce que d'un côté, c'est bien, mais s'il y en a trop, ça va être très difficile à gérer. Tant aussi sur les sentiers ou autres, mais principalement pour les accès véhicules et tout. D'où aussi le test, la navette test l'année passée avec l'Avétourisme, pour essayer de diminuer à certains endroits des flux de voitures importants. Autre point, donc on va de toute façon essayer d'améliorer aussi sur l'ensemble de la commune. On a parlé tout à l'heure aussi de la signalétique touristique. Actuellement, on a une signalétique qui est vraiment tout disparate. Il y a des panneaux partout, l'hiver à droite, l'été à gauche. Ça fait pas mal d'années qu'on planche dessus. Là, on est avec l'Avétourisme aussi à un coup touchant pour un prototype qui devrait être posé à Fionnet si tout va bien cet été et qui devrait en avoir d'autres fleurir par la suite. Mais on y travaille pied ferme, mais c'est pas toujours facile. Je reprends aussi ce qu'a dit Simon par rapport au règlement. On est souvent coincé, on a plein d'idées, et puis c'est vrai que malheureusement, dès qu'on est hors zone ou zone IFP ou autre, on se retrouve direct coincé, même pour la pose d'un truc d'1 mètre carré, en gros. Mais voilà, ça c'est un peu une vision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est, il y a du vélo, il y a beaucoup de vélo, il y a de la marche, il y a vraiment de tout. Même on a été surpris en hiver, par rapport aussi aux cascades de glace et tout, on avait une demande de logement sur Fionnet par exemple qui a augmenté. Et là aussi c'est important qu'on ait des structures et de l'accueil aussi correct. Via l'Office Tourisme aussi, ben c'est vrai que le bâtiment actuel que nous utilisons tombe vraiment en lambeaux. On n'a plus d'eau, on a l'électricité, tout en provisoire, ça devient compliqué. Voilà. On revient aux 4 saisons, mais là, dans l'autre sens, avec une demande d'activité hivernale qui est hors ski. C'est intéressant de voir qu'on a l'équilibre sur l'ensemble de l'année. Donc on parle de tourisme doux, on a beaucoup parlé en fait de vélo, de déplacement à pied. Tout ça, ça nous amène un peu à la mobilité et des questions qui sont liées avec. Et notamment une question qui est posée de savoir si la réflexion a été faite au niveau des transports publics, et je me tourne vers Florian Michelot, les transports publics, si on arrivait à réduire en fait le prix des transports, voire même offrir la gratuité, et puis à financer en fait cette réduction, cette gratuité à travers la taxe touristique. Oui, alors avec la mise en place du VIP, il y a beaucoup de choses qui sont compris dans ce VIP. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont détenteurs d'un VIP, ils peuvent se promener dans toute la vallée totalement gratuit, tout est gratuit. Donc ça, c'est quand même une chose qui est très importante. Également, n'oubliez pas que ce VIP Pass peut être acheté également par les gens locaux pour un prix qui coûte 120 francs. C'est clair que c'est pas donné, 120 francs c'est pas donné, mais en achetant un VIP, c'est depuis l'ouverture, depuis le début de l'été jusqu'à la fin de l'automne, et ça vous donne accès à plus de 45 activités. Après, pour la gratuité, l'hiver, toutes les personnes qui ont un abonnement de Téléverbier, vous prenez l'écart et tout est gratuit. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites. Également, maintenant, avec la mise en place de la télécabine Sharp Verbier qui est venue transport public, il y a également donc, des prix qui sont très attractifs, et je crois que c'est 6 francs pour monter, et puis là, tout au long de la journée. Après, quant au financement de ce VIP Pass, il a pu se faire que grâce justement à l'augmentation de la taxe de séjour, qui n'avait plus bougé depuis 1996, qui était de 2,50 francs et qui est passé maintenant à 4 francs. Et pour la mise en place du VIP, toutes les activités et tout ça a un coût quand même qui est assez considérable puisque c'est plus d'1 million. Donc on peut quand même venir se déplacer dans notre belle vallée relativement pour peu d'argent. Et avec une offre en fait, de transport qui est très importante, notamment qui a aussi été développée au niveau de la nuit, des transports nocturnes, qui permet aussi à ceux qui travaillent à Verbier mais qui n'habitent pas à Verbier de pouvoir redescendre. Et ces transports nocturnes qui nécessitent pas mal d'organisation. Qu'en est-il par rapport à ceci? Et je me tourne vers Vincent Michelot. Mais c'est sûr que les Lunabus ils fonctionnent depuis maintenant quelques années. C'est vrai que c'est important d'avoir
cette position parce que, comme on sait, beaucoup de personnes qui travaillent ou même qui sont sur la station, ils logent ailleurs, donc il fallait redescendre après minuit le soir. Donc on a organisé ces bus qui sont très fréquentés, ils sont presque plus fréquentés les bus de nuit que les bus de la journée. Et puis ça donne aussi la possibilité à nos jeunes qui se déplacent ici de la vallée, qui montent dans la station pour la presqu'île ou pour la soirée, de pouvoir bénéficier de ces transports de nuit, qui eux, bien sûr, ne sont pas gratuits, tu payes 5 francs la course, mais ça permet quand même de rentrer chez soi dans des conditions plus que correctes. Et puis on a augmenté un tout petit peu les week-ends jusqu'à 3h du matin, donc je crois que c'est très apprécié. Puis aujourd'hui, avec la cabine jusqu'à minuit, c'est aussi un renfort. Et puis ça peut se demander qu'à se développer, mais bien entendu, c'est toujours des budgets bien montants à évaluer avant d'aller de l'avant. Donc des améliorations très importantes qui sont proposées à ce niveau-là. Une autre idée aussi, c'était de faire une liaison directe depuis Martigny, depuis le CERN, qui montrait... C'était un projet qui était discuté. Qu'en est-il par rapport à celui-ci? Peut-être Laurent Rocher. Oui, c'est un projet de Park and Ride, donc c'était au Crème, au CERN plutôt, au CERN, le Crème, c'est... Bref, il y a un projet d'avoir un parking là-bas. Alors, ceux qui viennent en voiture pourraient parquer là-bas, monter dans le train Pignolet que je joue chez nous. Puis c'est vrai que dans un monde idéal, si ça se développe, et puis on a la liaison aussi sur Sion, qui se fait aussi, donc Sion-Thion, on pourrait imaginer, vous parquez votre voiture au CERN, vous venez à Verbier, vous commencez votre ski, vous traversez les 4 vallées, vous n'avez pas besoin de vous dépêcher pour rentrer sur Verbier avant la fin de toute l'installation, mais avec la liaison publique Sion-Thion, vous descendez à Sion, avec le forfait comme ça se fait en Andermatt et Cédroune, avec le forfait de ski, vous pouvez remonter dans le train, et revenir au CERN, remonter dans votre voiture, ou bien reprendre le train et repartir. Ce serait vraiment une jolie chose. Ce projet est toujours en cours, ça avance, mais lentement, mais c'est vrai que dans un monde idéal, si on pouvait aboutir à ce que je viens d'expliquer, ça serait quand même fantastique pour notre région. Donc un projet en discussion, un projet à suite qui est séduisant. On peut aussi le faire dans l'autre sens. On peut venir depuis Sion, Thion, et puis finir à Verbier. À Verbier, on pourrait peut-être aussi faire ses courses, un peu de shopping. Qu'en est-il de la fermeture de la rue de la Poste? Je me retourne de nouveau vers Florian. De l'idée de faire une rue piétonne ou un espace piéton dans le cœur de Verbier. Oui, alors bon, bien sûr, la rue de la Poste, donc il y a 2 rues, la rue de Médran. La rue de Médran, on la ferme déjà théoriquement à partir de mi-février. On essaie de fermer les week-ends de mi-février jusqu'à la fin de la saison. Cette rue, elle est très attractive parce qu'il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, c'est vivant et tout. La rue de la Poste, c'est plus compliqué. La rue de la Poste, elle a perdu un petit peu son attrait parce qu'il n'y a plus beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces. Il y a beaucoup de bureaux et tout, il y a beaucoup de moins en moins de commerces, donc c'est plus compliqué. Mais la rue de la Poste, elle est quand même également fermée lors des kermesses et également lors du marché, des marchés qui a lieu tous les dimanches durant l'été. Après, il y a aussi des complications sur les relais. On veut également fermer la rue de la Poste, également la rue de Médran pendant l'hiver. Il y a également un paramètre à tenir compte, c'est vraiment la problématique du déneigement, c'est neige et tout. Et là, on a la chance, parce que également grâce avec la bonne entente avec les services communaux et tout, en cas de mauvais temps, donc on peut s'adapter très très vite. Et c'est clair que quand la rue de Médran est fermée l'hiver et quand il y a de la musique et tout, ça donne vraiment une ambiance très très intéressante et très agréable. Donc des réflexions en cours également. Excuse-moi, je voudrais juste rajouter que les services communaux travaillent sur ces possibilités de fermeture de route à certaines périodes, comme l'a mentionné Florian, parce qu'on veut essayer de pérenniser puis essayer d'amener une offre qui soit acceptable autant pour les commerçants que pour les gens qui doivent véhiculer. D'accord. Quand on est en déplacement, que ce soit à pied, en vélo, en voiture ou autre, et puis en plus quand on a des changements d'affectation de rue qui sont des fois piétonnes, des fois ouvertes à la circulation, on est souvent confronté à des problématiques en fait de signalisation, et puis l'occasion pour nous de passer à la thématique des infrastructures, et puis de poser la question à Simon Miguel par rapport à la signalisation et l'information touristique et culturelle. Est-ce qu'on va mettre des panneaux? Oui. Si oui, quand? Si oui, quels panneaux? Sinon, pourquoi? Alors, il y a déjà quelques éléments qui sont en cours de réalisation. On gère plutôt les urgences, notamment le panneau qui se trouve au Châble et qui dit au revoir alors que la commune a bien grandi depuis.
qui devrait être remplacé par un panneau lumineux qui va donner des informations touristiques. Il y a également les informations touristiques qui sont données via des infrastructures telles qu'on a parlé de Bertrand Goltz tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y aurait un gros travail à réaliser au niveau de la signalétique, mais c'est extrêmement compliqué à nouveau parce que là encore, on se heurte à des réglementations qui sont très complexes, entre les réglementations liées à la Commission régionale des constructions et celles de la signalisation routière. On a entamé une réflexion en collaboration aussi avec cette commission et la police via la commission Bagne en Lumière pour travailler sur de la décoration, sur de l'information, de manière à pouvoir informer nos clients et rendre la destination la plus attractive possible. Mais pour vous donner un exemple jusqu'où c'est compliqué, sur les lampadaires qui sont en bord de route, on a le droit de mettre des drapeaux qui font référence à des activités culturelles, mais pas à des activités sportives. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc on a des aberrations avec lesquelles on doit travailler, donc c'est assez compliqué. Et pour ce qui est de la signalétique, là c'est vraiment un très très vaste sujet. Il y a un gros travail à réaliser et effectivement il faudra le faire à un moment ou à un autre parce que quand on connaît le lieu c'est simple, mais comme c'est un petit peu le cas partout, dès qu'on ne le connaît pas, ça devient beaucoup plus difficile de s'orienter. Un complément de Christophe ? Oui, peut-être juste pour compléter, on a été confronté ces dernières semaines à des gens qui se plaignent de la pollution lumineuse. Et puis on doit en tenir compte parce que dans certains projets qu'on avait évalués ou imaginés, on pensait mettre les affichoirs lumineux. Et puis on voit qu'il y a des gens qui s'élèvent maintenant, par exemple, pour les affichoirs qui sont situés à Saint-Manchet. Puis je pense aussi à Thème, et il va falloir en tenir compte dans les projets qu'on va entreprendre. Donc voilà des réglementations qui reviennent et puis qui contraignent, qui guident les projets. Mais peut-être Bertrand Goltz, parler de ce projet de totem un peu plus précisément qui va se faire à Fionnet. C'est un projet un peu novateur. Oui, alors on aura la maquette demain soir, donc on se réjouit de la voir. C'est une sorte de totem circulaire. Celui de Bonachez fait 3 mètres, celui de Fionnet fait 3 mètres, où il y a toutes les informations, donc c'est en bois, avec des informations à l'extérieur et à l'intérieur. On peut rentrer à l'intérieur. Et puis il y a aussi un banc, en fait, où on peut s'asseoir. Un banc sonore, en fait, ça c'est le projet. Alors on verra si on arrivera jusqu'au bout avec tout. Mais l'idée est qu'à chaque endroit où ce totem est posé, la personne qui visite peut appuyer sur le bouton de sa langue et puis écouter ce qu'il y a à découvrir et en même temps voir sur les panneaux qui s'y trouvent. Donc c'était quelque chose d'un petit peu ludique en même temps et puis qui peut bien passer aussi dans le paysage. On avait prévu des versions plus petites de mètres aussi pour le col du Lin, puis là on se confronte de nouveau, actuellement en tout cas, à des soucis d'autorisation. Mais voilà, c'est un petit peu les projets que ça fait longtemps qu'on essaye d'aller de l'avant, mais c'est pas toujours facile à trouver entre règlement et tout, en fait. On se réjouit de découvrir le projet. Comme j'ai une famille internationale, on viendra tester le suisse-allemand, l'italien, l'anglais et le français. Je regarderai le nombre de langues, je ne sais plus exactement. Au niveau des infrastructures, on sait qu'avec la fusion de la commune, on a des infrastructures ou bien des bâtiments qui se retrouvent vides. Christophe Marais, est-ce que dans le cadre de ces bâtiments, il y aurait un potentiel de réaffectation, de réutilisation de ceux-ci dans le cadre d'activités touristiques ou de besoins touristiques? Oui, alors on a des bâtiments qui sont liés, qui ne sont pas liés à la fusion. C'est des bâtiments qui ont une autre affectation, principalement des écoles qui sont déplacées à Versegère. Alors oui, on a des bâtiments qui sont liés, qui sont en réflexion maintenant, puisque nous avons un nouveau service des bâtiments qui fait une analyse de l'entier du patrimoine que nous avons, et puis trouver des solutions pour le futur de ces bâtiments-là. Il faut imaginer aussi qu'il y a des changements d'affectation, la législation ne nous permet pas tout et n'importe quoi. L'affectation des zones non plus. Donc voilà, il y a une réévaluation de ces bâtiments pour voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour d'autres activités. Donc on voit qu'on a aussi des problématiques justement de réglementation au niveau des affectations. Et puis au niveau des usages et puis des touristes qui viennent sur la commune, est-ce qu'il est prévu de construire des toilettes publiques à certains endroits par rapport à la fréquentation, à la forte fréquentation selon les moments ou selon les activités? Je me tourne peut-être vers Vincent. Après, je passerai à Bertrand parce qu'il a une expérience à moi. Mais juste, c'est clair que ça serait super. Après, il faut nettoyer, il faut entretenir. C'est ça le gros souci. Parce que je crois que c'est la plus mauvaise publicité d'arriver devant un WC qui n'est pas propre que de ne pas en avoir. Alors après, c'est de trouver la solution pour en avoir, mais des propres.
Et l'expérience de Bertrand, ça permet de... Oui, nous, disons qu'on avait eu des remarques quand même dans le secteur, des retours sur certains secteurs, comme à moi, comme au Col des Planches, où beaucoup de gens viennent ou pour pique-niquer ou autre et tout, il n'y avait aucune infrastructure. On s'est dit, tiens, on fait un test. On a commencé l'année passée avec la location de WC Compoteuil, ça s'appelle, c'est la société suisse, qui distribue qui loue des box en bois avec un toit, vraiment le cliché de la toilette, on va dire, au fond du jardin, un peu. Et puis, c'est un WC compostable, c'est tout à copeaux et tout, et c'est assez bien fait. Là, on vient de signer pour remettre au Col du Planche tout l'été. Il y a aussi en privé, donc au Col du Lin, la buvette, ils vont prendre un, en collaboration avec nous. Et puis là, l'idée, ce serait de pouvoir, quand même, à certains endroits, de pouvoir en poser. Et là encore, je reviens sur les règlements, parce qu'on voulait en mettre un dans le Val de Bagne aussi, à la sortie du tunnel direction l'Alia, et puis là, de nouveau, on se heurte à la possibilité de poser ce genre d'éléments, même pour 3 mois. Donc voilà. Et puis l'entretien, alors nous, on a trouvé des parades avec aussi des gens qui nous aident aussi dans le domaine de la société de développement, ou des retraités en fait qui ont un grand cœur et qu'on remercie à la fin et qui passent en tout cas 2 fois par semaine pour tout contrôler, surveiller que ça reste propre. Voilà. Après, d'en faire partout, ça va être très compliqué. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une structure derrière avec des gens payés pour ça qui font le tour durant la saison d'été. C'est quelque chose qu'on a aussi un peu réfléchi, mais il faut le financer de nouveau, puis voilà. On voit que c'est vite des problèmes justement aussi d'organisation. En tout cas, il y a un endroit où c'est sûr on pourra construire les toilettes. C'est dans le potentiel futur patinoire qui viendrait sur Verviers. Et la question qui se pose au niveau de la commune, donc Vincent et Christophe, de savoir quelle est la vision par rapport à ce centre de sport de glace. Est-ce que c'est plutôt sportif, curling? Alors, on n'a pas exprimé ce soir, on va laisser la primeur pour un futur conseil général où on va nous présenter les études liées à la 3e étape du centre sportif. Très bien, comme ça on se donne déjà rendez-vous pour les prochaines échéances et les prochaines rencontres au sujet du tourisme. Qui parle d'infrastructure parle en général gros budget, gros sous. On sait qu'à Verviers, on a l'avantage de pouvoir, sur la commune, de pouvoir accueillir passablement de fortunes, de grosses fortunes. Et par rapport à ceci, la question qui se posait de savoir si au niveau de l'attractivité pour ces personnes-là, il y avait une réflexion qui était faite aussi avec le tourisme pour pouvoir les attirer en fait à venir ici. Je pense que c'est 2 sujets. Je pense que l'attractivité, il y a l'attractivité touristique qui est liée à l'environnement. Souvent, quand on interpelle les gens qui viennent s'établir chez nous, ils recherchent un environnement qui est sain, ils recherchent la possibilité de mobilité, ils recherchent la sécurité et puis une stabilité politique et une stabilité fiscale aussi. Et je pense que c'est vraiment ça les enjeux où on doit, nous, se prémunir que tout à coup on ne soit pas confronté à un changement législatif qui change la fiscalité de ces personnes-là. Et là, on doit être attentif. Après, c'est clair de venir dans un endroit comme notre région, que ce soit au Louvron, que ce soit à Verviers ou ailleurs, on voit qu'il y a des villages qui se développent avec des nouveaux résidents. Il faut être attentif à l'ensemble du patrimoine, de leur environnement, de l'accessibilité. Et je pense que là, on arrivera à les maintenir le mieux possible. Mais est-ce que la notoriété de la station de Verviers joue un grand rôle justement pour ces personnes qui viennent? Est-ce que c'est mis en avant dans la promotion? Oui, on a eu hier par rapport à la stratégie touristique, hein, on voit, on nous met dans une échelle d'excellence, puis comment maintenir cette excellence-là. Après, c'est vrai que Verviers a une notoriété, puisqu'on a encore été champion du monde cette année. C'est vrai que c'est une renommée, et puis les gens cherchent aussi la renommée en venant à Verviers. Mais après, attention à ne pas dévier dans l'excès. Toujours par rapport à ce sommet public, il y a un constat qui a été fait que bon nombre en fait, de familles viennent à Verviers pendant l'hiver, elles s'installent pendant 5 mois, donc ce n'est pas des personnes qui viennent s'installer, mais qui viennent de manière saisonnière. Et puis quand elles le font, elles mettent leurs enfants en fait, dans les écoles, notamment dans les écoles privées. Est-ce qu'il y aurait une stratégie à ce niveau-là pour essayer de pérenniser la durée de séjour et puis que ces gens restent après toute l'année? Je crois qu'on a fait le constat, on avait une école privée il
il y a 2 ans derrière, on a une deuxième qui est venue s'établir. Les 2 ont eu de succès, et puis le Conseil général a validé dernièrement, a mis à disposition d'un terrain pour qu'une des écoles puisse construire un bâtiment qui soit vraiment adapté aux enfants et à la scolarisation de ces enfants-là. Alors, je pense que c'est un atout supplémentaire pour une station comme Verbier d'avoir des écoles privées. Et puis ça peut que soutenir l'offre des gens qui ne s'établissent chez nous. Ouais, peut-être juste rajouter quelque chose, ça veut dire que quand ces gens ils viennent, on voit qu'il y a quand même 2 sortes de personnes. C'est des gens qui restent pendant toute la durée de l'écolage et puis des personnes qui restent pendant un voire 2 trimestres. Alors peut-être pour pouvoir dire aux gens restez plus longtemps chez nous et tout, je pense qu'il y a deux critères. Un critère, c'est vraiment la qualité aussi d'éducation de l'écolage, parce que il faut également qu'il y ait un nombre quand même suffisant d'élèves pour garder aussi un certain niveau de qualité pour dire à ces gens-là restez chez nous pendant toute la durée de l'année. Et il y a également peut-être quelque chose à creuser, mais ça je ne sais pas si c'est possible, c'est peut-être de faire aussi des passerelles avec les universités, avec les écoles spécialisées. Parce que même si ces gens, beaucoup de gens parlent bien sûr la langue anglophone, c'est les anglophones et tout, mais il y a quand même certaines demandes qui disent écoutez, est-ce qu'on pourrait, en ayant suivi ces écoles, joindre une université ou bien une école spécialisée, soit en Valais, soit ailleurs dans la Suisse. Travailler sur des ponts en fait, académiques qui permettraient d'aller plus loin, qui permettraient à ces gens de rester étudier et vivre sur Verbier. À Verbier, sur la commune, il n'y a pas que des fortunes, des grosses fortunes qui y habitent, il y a aussi des résidents, des habitants, des gens qui travaillent aussi au niveau des différents prestataires touristiques. Donc on va passer à une thématique qui est plus en lien avec les enjeux politiques. Et puis, dans ces enjeux politiques, se pose la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas travailler justement sur le logement, la possibilité au personnel, notamment peut-être aussi au niveau des remontées mécaniques, de pouvoir se loger sur la commune de manière un petit peu plus facile. Alors cette thématique était apparue il y a déjà 10 ans ou 15 ans, quelqu'un nous avait abordé à Velège, parce qu'il cherchait à pouvoir développer une offre pour ses employés dans la vallée. Pendant quelques années, ce débat n'a plus eu lieu, et puis c'est clair que cette année, on s'est aperçu, suite au Covid, les gens sont venus plus souvent dans leurs appartements, ils n'ont pas loué leur appartement, et puis ça fait que l'offre de logement pour les saisonniers a baissé. Et puis maintenant, on est confronté à trouver une solution par rapport à ça. Alors c'est clair qu'au niveau communal, on s'est penché sur le sujet, on a interpellé les personnes qui ont besoin de ces logements-là pour établir avec eux une sorte de cahier de route pour définir, on parle de combien de logements, de quel logement, et puis de quelle manière on va gérer ça. Je pense que nous, la commune, là, on a ce rôle de facilitateur, de trouver des solutions en termes aussi de terrain ou de possibilités de pouvoir créer de l'infrastructure liée à ces logements de saisonniers. Et je pense que si on a une bonne offre de logement pour les saisonniers, ça un peu que remonter aussi la qualité des saisonniers qui viennent chez nous, parce qu'on peut les attirer par rapport à ça. Mais après, je veux dire, la commune a plus un rôle de facilitateur et d'accompagner les projets pour qu'ils se réalisent que les financer. Je me tourne vers Laurent Rocher, je pense que c'est une thématique qui est importante pour vous êtes un des grands employeurs justement sur la station, pour ces personnes qui viennent travailler à la saison. Oui, c'est très important. On n'a pas été énormément touché comme d'autres prestataires tels que les hôtels et la restauration. Téléverbier, c'est 400 personnes pour le fonctionnement des remontées mécaniques avec tous les services. Et puis on a moins de 10% de turnover. Ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent chaque année, qui sont établis, qui ont un travail le reste de l'année dans une autre entreprise. Et puis les chiffres salariaux, donc c'est à peu près 20 millions de masse salariale, 53% est versé dans la commune. Ça veut dire qu'au sein de nos remontées mécaniques, on a beaucoup d'employés qui reviennent chaque année, qui sont très fidèles. Donc là, on n'a pas trop rencontré de problématiques de logement. Où on a eu plus de problèmes, c'était par contre avec le personnel de la restauration qui, lui, subit un gros turnover, à part des cas, comme souvent les serveurs, etc. Ça change d'une année à l'autre. Puis combiné au fait de ne pas trouver de personnel sur le marché, parce que beaucoup de personnes, suite aux 2 ans de Covid, ont quitté la restauration, parce que c'était un petit peu risqué, ça fermait, ça ouvrait. Et puis, plus à ce manque de logement, là, on avait pas mal de difficultés. Mais d'une manière globale, pour nos 600 employés à peu près, on n'a pas eu cet effet aussi marqué que les collègues qui travaillent dans une autre activité au sein de la station.
Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà, qui se logent déjà ici et puis qui sont déjà résidents. On discutait hier dans le cadre d'un autre atelier avec Simon, justement de beaucoup de personnes qui viennent des fois travailler sur une saison et qui s'installent. Dans le cadre de ces nouveaux habitants par rapport à la commune, il y a un des objectifs de législature, c'est d'avoir un PAC bienvenue et intégration. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait parler sur ce PAC-là, ou des choses qui sont concrètes pour travailler? Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui a été mis sur la table au moment du plan de législature. Alors, on a quelqu'un qui s'occupe de l'intégration au niveau de la commune. Déjà, c'est une particularité, pas toutes les communes ont une personne qui s'occupe de l'intégration. Après, on voit et on constate aussi que leur demande n'est pas si importante que ça, on doit aussi les accompagner, mettre en place aussi des nouveaux outils pour qu'ils puissent faire les formalités qui correspondent. Alors, c'est clair qu'on a beaucoup d'anglophones, il faut qu'on soit attentif par rapport à ça, et voilà, le rôle de la commune dans ce genre de soutien. Par rapport à ces besoins, est-ce qu'il y aurait un besoin justement, ou bien une demande par rapport à avoir des activités touristiques, ou bien un rapprochement par rapport aux activités touristiques, type l'Office du tourisme proposerait un apéro de bienvenue, ou la Société de développement du Val-de-Bagne, un fromage à raclette qui ferait partie de ce PAC, ou c'est pas ressorti? Alors, si on imagine le nombre de personnes qui fluctuent entre l'été et l'hiver, je pense qu'on a bientôt plus de fromage à disposition. Non, mais je pense que voilà, les gens qui viennent chez nous, je crois que surtout ce qu'ils doivent être accompagnés dans leurs formalités. Et puis après, ils peuvent suivre l'actualité au travers du site, autant de l'Office du tourisme que de la commune. Et je pense déjà que c'est des outils qui leur permettent aussi de voir ce qui se passe chez nous, et puis peut-être les capter puis qui restent chez nous. Merci. Parmi toutes ces personnes qui viennent, qui dorment ici, oui. Parmi toutes ces personnes qui viennent, je me permets juste un complément. C'est sûr que pour les personnes qui viennent s'installer à l'année, qui ne sont pas forcément les saisonniers, ça a une importance, mais je dirais que l'importance est vraiment plus marquée pour les saisonniers, qui sont les personnes qui sont le plus en contact avec nos clients et qui trop souvent ne connaissent pas assez bien la région. Et au sein de Verbier Tourisme, on essaye autant que faire se peut d'envoyer des personnes du coin, parce que déjà ça a aussi un employeur favorable pour la région. Et quand on a une personne en face de nous qui doit reprendre un livre pour pouvoir nous orienter, qui ne sait manifestement pas vers quoi elle va orienter les gens, c'est vrai que c'est problématique, et c'est pas uniquement au sein de l'Office du tourisme, puisque tous les commerçants vous le diront, tous les hôteliers, les agences, ils jouent le rôle d'Office du tourisme. Donc cet aspect-là est extrêmement important, et c'est un autre sujet qu'on devra employer. Comme vous le voyez, on a de quoi ne pas s'ennuyer durant les prochaines années. Peut-être juste pour compléter, c'est un sujet qu'on a mis en avant aussi avec les écoles, parce qu'on doit vraiment travailler ce sujet de manque de personnel dans l'hôtellerie, la restauration. On doit travailler au niveau déjà des écoles, du cycle d'orientation, inciter nos jeunes à se former dans cette branche, si on veut pouvoir dans le futur compter sur eux, et puis les intéresser. Alors il faut aussi qu'on ait des professionnels de la branche qui se mettent en avant, pour qu'ils fassent la promotion de ce métier-là. Et puis voilà, je pense que c'est un travail de longue haleine, mais on espère y arriver un jour. Très beau programme. Il y a ceux qui viennent dormir ici parce qu'ils habitent, il y a ceux qui viennent dormir ici parce qu'ils sont en vacances, il y en a qui, et tout ce petit monde se déclare. Après, il y en a qui viennent faire des nuitées un peu sauvages avec des camping-cars et autres, et on voit une certaine augmentation par rapport à ça. Quelle est la position de la commune par rapport à ces nuitées qui sont en augmentation? Alors c'était l'effet avant Covid, pendant Covid. Quand j'étais à la commune de Volège, on avait eu un afflux de personnes sur l'école. On ne savait plus comment gérer cet afflux de personnes, parce que les gens recherchaient à venir chez nous profiter d'un environnement sain. Voilà, c'est des questions qui sont posées. Est-ce qu'on va engager la garde champêtre? Comment faire pour aussi que ces gens-là se responsabilisent par rapport à notre environnement? Parce qu'on normalement on se retrouve dans un excès extrême. Après, il faut aussi dire, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a aussi des gens chez nous qui ne respectent pas certaines règles. Je pense qu'on peut faire le constat de ces 4x4 qui grimpent le talus. Souvent, c'est des plaques valaisannes. Donc aussi, on doit responsabiliser les gens. Puis je pense que ça passe aussi par, hormis les mesures de police, mais par aussi peut-être de l'information et de la prévention. Et puis on en réussira, mais il faudra pour qu'on soit attentif,
parce qu'on se laisse vite déborder par ce phénomène-là. Phénomène camping, Simon, au niveau du tourisme, est-ce que ça devient une clientèle, une cible particulière? Est-ce que c'est une réalité par rapport à... Est-ce qu'on adapte en fait son travail au niveau de la promotion et de l'accueil pour ce public-là? Alors c'est un public qui était déjà présent, hein. On voyait avec l'avènement de camping-cars de plus en plus sophistiqués, certaines personnes qui les utilisent même en hiver pour venir skier. Je ne dirais pas que c'est une cible, parce que ça amène quand même des problématiques pour lesquelles on n'a pas encore suffisamment d'infrastructures, mais c'est une clientèle qui est présente, qui est demandeuse et qui a les moyens, puisque vous connaissez peut-être les prix des camping-cars au début aménagés. N'importe qui ne peut pas se les payer, donc évidemment c'est une clientèle intéressante, puis c'est aussi des gens qui vont venir s'établir pendant quelques jours, et puis qui vont aller consommer, qui vont bouger, qui vont visiter la région. Et un projet justement est en cours d'étude de créer un camping au Chable, parce que là il y a un réel besoin. Je ne pense pas que ce sera à Verbier, puisqu'il y a des manques de place évidents, et on a quand même toujours la problématique de la mobilité. C'est vrai que quand on est dans un camping-car soi-même, on se dit bon, les autres on s'en fiche. Quand on a des camping-cars devant soi sur les routes de montagne, c'est jamais très agréable. Donc là, il y a aussi un travail à faire, mais je pense qu'on doit composer avec, ça va pas être une cible prioritaire, mais des aménagements vont devoir être faits. C'est aussi le meilleur moyen de contrôler ce qui se fait, parce que si des aménagements ne sont pas faits, le camping sauvage va continuer à se développer, et puis ça ne permettra pas de canaliser parce qu'il n'y a pas une offre de substitution. Donc des camping-cars qui sont attirés par le bonheur, justement, par la belle image en fait de Verbier. Dans cette belle image en fait de Verbier, on a beaucoup cette image en fait de la fête en station. Qu'en est-il un petit peu par rapport à ça? Quelle vision par rapport à ce côté festif au niveau de la station? Est-ce qu'on sera plutôt pour encourager les concerts, faire des festivals commerciaux, plutôt pour les jeux, pour quel public? Bon, vous savez, le côté festif, il fait vraiment partir de l'ADN de notre région, hein. Puisque si vous prenez la dernière étude du bac qui a été faite en 2016-17, si je fais erreur, c'est un des critères principaux qui disait pourquoi les gens choisissent de venir passer un séjour chez nous. Donc c'est très très important. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Ben, malheureusement, il y a certains commerces qui ferment, mais ça, ma foi, sur des initiatives privées, donc ça, on ne peut rien faire. Et on voit un tout petit peu l'apparition de clubs privés. Ce qu'il faudrait faire, attention quand même, c'est qu'ils ne prolifèrent pas trop. C'est clair qu'on ne peut pas éviter d'avoir des clubs privés par rapport à la clientèle, la typologie de clientèle qu'on a, mais je pense qu'il faut quand même qu'on évite qu'il y en ait trop. Et ce qui a fait la réussite de Verbier au point de vue festif et tout, c'était justement que dans beaucoup de lieux, vous y trouvez les locaux, vous trouvez les saisonniers, vous trouvez les gens qui sont propriétaires des résidences secondaires, et vous trouvez également les gens de passage. Et ça, vraiment, c'était fort apprécié par tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument conserver. Après, par rapport aux concerts pour les jeunes, il y avait les festivals, vous irez, c'est pas que les jeunes, mais il y a quand même certains jeunes, il y a quand même quelques jeunes. Après, il ne faut pas oublier également qu'il y a le Polaris, le Solaris, et la musique, c'est la musique techno, on peut dire. Les gens qui vont quand même suivre ces festivals, ils n'ont pas non plus, il y a quand même de jeunes personnes. Après, les concerts, si vous allez pendant la saison d'hiver également, descendez la rue de Médran et tout, vous allez voir, il y a des très très nombreux concerts qui sont organisés dans des établissements. Et je tiens à les remercier. Par exemple, si vous allez depuis Médran, au Lomi, vous descendez, je ne vais pas tous les nommer parce que j'en ai oublié certains. Sans ça, je pense que c'est important. Et puis également, vous savez qu'on a une commission des événements. Alors c'est clair que si des jeunes viennent chez nous avec un projet bien ficelé et tout, pour la mise en place des concerts pour les jeunes, bien évidemment qu'on va les étudier. Et puis si nous pensons que le projet est valable, nous allons les accompagner. Alors je profite pour rebondir sur les propos de Florian. 24 juin, Saint-Jean-Roch Festival, alors tout sur le pont. On voit que ça reste très actif dans le domaine, et c'est très bien. Il y a également la Saint-Jean-Baptiste à Mégère, fête patronale. Bienvenue. Et vous retrouvez toutes les activités sur le site de l'Office du tourisme qui seront présentées. Peut-être une dernière question pour qu'on puisse après passer peut-être à des questions de votre part en profitant de la présence de Laurent Rocher qui va nous quitter dans quelques minutes pour partir.
Une question qui s'est posée, je pense notamment par rapport à la fusion de communes. L'Office du tourisme de Verviers a une stratégie avec des ambassadeurs qui représentent la station et la commune. Est-ce que la fusion de communes a changé quelque chose dans cette politique ou pas du tout? Alors non, la fusion de communes n'a rien changé. Il faut savoir que le territoire de Volège était déjà dans le territoire couvert par les actions de Verviers Promotion. Donc de ce côté-là, il y a une continuité. Après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de sportifs qui sont, voire même que des sportifs, qui sont parmi nos ambassadeurs, dont une est représentée ici. Des ambassadeurs avec lesquels on travaille très bien. On a d'ailleurs eu dernièrement la série Women of Verviers qui a mis en lumière certaines de ces ambassadrices. Et on fonctionne très bien avec eux. Par contre, il y aura sans doute une évolution qui va se faire à ce niveau-là, parce que Verviers, Val-de-Bagne, Natsouma, ce n'est pas que le sport. C'est aussi la culture, c'est aussi le patrimoine, c'est beaucoup d'autres éléments. Et puis si on veut être en accord avec la stratégie destination du contraste, vous avez peut-être vu les dernières campagnes marketing qui ont été faites, on va devoir faire évoluer ça, c'est aussi notre souhait, de ne pas valoriser que les sportifs, mais il y a plein d'autres personnalités qui représentent d'autres types d'activités, qui ont leur place sous le feu des projecteurs. On travaille ponctuellement déjà avec certaines de ces personnes, notamment Eddie Baïfa, je vais le citer que lui, comme ça au moins ça ne fera pas de jaloux. Mais on travaille déjà avec lui comme ambassadeur sur des manifestations, sur des foires, et il y a aussi beaucoup d'autres acteurs avec lesquels on travaille en direct. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore donner de nom, mais c'est évident que dans les années à venir, il y aura un glissement qui va se faire, ce ne sera plus uniquement des sportifs qui seront nos ambassadeurs, mais il y aura aussi d'autres personnalités. Merci. Donc on voit qu'on a une politique de promotion et des ambassadeurs qui couvre l'ensemble de la commune et qui va continuer à se développer. Merci infiniment à vous tous d'avoir participé, d'avoir répondu de manière très concrète, de poser de manière complète à toutes les questions qui ont été proposées par le Conseil général. On a pu apercevoir des thématiques qui sont en lien avec la mobilité, l'infrastructure, la politique, l'environnement, les relais mécaniques et autres. Ce sont tous les éléments qui vont être repris dans le cadre du master plan. Justement, le master plan tourisme, c'est de pouvoir avoir une espèce de vision holistique sur l'ensemble de tout ce qui, au niveau du tourisme, est concerné par cette activité. Et je pense que tout le débat qu'on a eu ce soir et les questions que vous avez posées nous permettent aussi de nourrir un petit peu cette réflexion et ce travail qui sera mené. On a quelques minutes maintenant, 10 minutes ensemble, pour que vous puissiez, au niveau du Conseil général, poser des questions, peut-être complémentaires par rapport aux réponses qui ont été données, ou peut-être des nouvelles questions que vous vous êtes dites, bon, j'aurais dû poser cette question, mais je n'ai pas eu le temps de la proposer. Donc le micro est à vous, et puis je vous invite à pouvoir poser vos questions selon vos intérêts. Je pense qu'on peut faire ça. Qui a un micro aussi. C'est toujours la première question qui est la plus dure. Oui, elle est là. Bonsoir. Alors j'aimerais poser une première question. Aimé Oreiller. Ah, Aimé Oreiller, pardon. J'aimerais poser une première question par rapport au VIP Pass. On sait qu'il y a eu une différence entre l'année 2020 et 2021, c'est-à-dire que Montfort ne faisait plus partie du pass l'été dernier. Cet été, apparemment, c'est de nouveau jusqu'au Ruinette. Je voulais savoir si, vous aviez fait des statistiques par rapport à la différence de fréquentation sur le Montfort sans le pass l'été passé. Oui, puis en plus c'est une bonne nouvelle parce que l'été passé c'était un été record. Covid, pas Covid, est-ce qu'on a un effet Covid? Ça c'est encore très difficile à mesurer, je pense que c'est pas évident. Mais on a eu plus de monde sur la montagne, malgré les travaux, malgré tout ce que la mauvaise météo du mois de mai, du mois de juin. Et puis malgré la nouvelle mouture du VIP Pass, on a eu plus de monde au Montfort et plus de monde sur la montagne d'une manière générale. Est-ce qu'il y aurait une autre question? N'oubliez pas de vous annoncer prénom et nom. Oui, bonsoir Laurent Mercer. J'avais une question par rapport à un feedback sur l'ouverture des cabines de Bruson l'été dernier. Alors c'était une très belle nouvelle, on a ouvert 4 semaines et on a eu 6000 premiers passages, ça veut dire une moyenne de 200 personnes par jour. Et cette année on prolonge de 2 semaines.
Alors bien sûr, effet météo, hein, les grands beaux quand on l'a fait. Et puis on a donné l'idée, cette année on refait le télésiège de la Pazette, donc on pourra prendre des piétons été comme hiver, parce qu'avec l'actuel télésiège, actuellement on ne peut pas charger à la descente, parce qu'au niveau des charges, sur son configuration, c'était calculé que pour la montée. Donc on pourra être chargé à la montée et à la descente, et puis on aura un nouveau restaurant, et puis on va essayer en 2023 de ouvrir jusqu'au sommet, et avec le restaurant. Et justement, une autre question, j'entends souvent des frustrations sur les gens qui veulent juste monter à pied pour aller au Daï. Je ne sais pas si c'était quelque chose que vous avez aussi entendu. Oui, j'ai beaucoup entendu. Donc c'est connu. Et une autre question, juste derrière. Ici. Oui, Bastien Moulin. Alors moi j'aurais une question par rapport au train à la gare de la zone de Curala. Donc la commune et Téléverbier mise sur le train, je pense à juste titre, pour attirer des personnes, de nouveaux skieurs avec d'autres moyens de déplacement sur la commune. Je pense qu'avec l'introduction du parking payant, ce sera d'autant plus justifié. Je pense qu'il y aura certainement beaucoup de gens qui vont se reporter sur le train pour pouvoir éviter de payer le parking. Verbier, c'est une station qui fonctionne bien au niveau international, qui est très reconnue, etc. On a beaucoup de gens qui louent l'architecture de Verbier notamment, l'architecture boisée. Et je me pose la question, est-ce que selon vous, du point de vue du tourisme, ce serait intéressant de faire cette finalement porte d'entrée dans la vallée qui va être la place de Curala? Est-ce important qu'elle soit boisée ou pas? Que le projet de Curala, qui est un projet immobilier apparemment, je crois pour l'instant, auquel il n'y a pas forcément d'idée de le boiser, est-ce que ce serait important du point de vue de l'image de montagne, etc., de Verbier, de station de luxe, etc., de faire en sorte que cette entrée, la sortie du train, que ces bâtiments-là soient aussi dans une ambiance de montagne et aussi une ambiance boisée comme ce qui est proposé à Verbier? Alors, je vais pas anticiper sur ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Vous allez voir les premières esquisses du hub qui va relier la gare aux montées mécaniques avec un nouvel aménagement visuel, en tout cas, et architectural de ce passage entre le train et les cabines. Je vais vous présenter les premières esquisses tout à l'heure. C'est pas abouti, hein. Après, il faut savoir que nous avons le projet de Curala, mais le projet il est semi-privé, donc on a des promoteurs qui construisent, il y a déjà des éléments qui avaient été établis dans le concours où on ne peut pas revenir en arrière. Et je pense que l'architecture qui est prévue là, elle s'intègre à ce qu'on cherche pour une place comme Curala, avec un espace piéton en surface. Ouais, ma question elle était plutôt adressée aux personnes qui travaillent justement dans le tourisme et qui ont une expertise par rapport à ça, savoir leur point de vue. Pour les experts en tourisme, il y en a beaucoup. Après, tout dépend de l'environnement dans lequel on est, puisque si on va faire du faux vieux, au final, ça ne sera pas positif. Et puis, mieux vaut avoir une belle architecture. On remarque par exemple qu'un bâtiment comme l'espace Saint-Marc s'intègre très bien dans un environnement plus classique. Donc là, ça va dépendre aussi de la fonctionnalité. Donc je pense que mieux vaut avoir un bâtiment moderne, bien fait, beau et qualitatif, plutôt que d'avoir quelque chose qui va faire fake. Parce qu'un des avantages qu'on a ici, c'est d'avoir des expériences vraies, c'est pas du Ballenberg. Et je pense que cet élément-là, il faut le conserver. Après, la question devrait plutôt se poser à les architectes, à les aménagistes. Mais d'un point de vue touristique, je pense qu'à partir du moment où c'est intégré dans l'environnement immédiat, même du moderne peut tout à fait s'intégrer là-dedans. Merci. Et j'avais une deuxième question encore qui portait plutôt sur le développement touristique du Haut-Val-de-Maine. Donc le Haut-Val-de-Maine, c'est une région qui est protégée avec protection légale. Et j'ai vu sur votre site, vous vantez justement pour le développement de cette région le fait qu'il y a de nombreuses espèces sauvages, etc. Il y a notamment des gypaètes qui nichent. C'est quelque chose que vous avez relevé. Moi, je me posais la question, est-ce que du point de vue développement économique de la région, est-ce qu'on a vraiment besoin? Vous aviez noté le fait que les infrastructures sont assez limitées et puis qu'on ne pourra pas, l'objectif n'est pas d'attirer beaucoup de monde là-haut. Mais est-ce que du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire est-ce qu'on a vraiment à gagner à développer cette région-là? Et c'est pas une région qu'on devrait laisser tranquille, entre guillemets, puisque c'est quelque part un joyau de la biodiversité en montagne. Alors je pense que, déjà, elle est, en guillemets, industrialisée, cette région, parce qu'il y a eu tout, il y a le barrage, il y a toutes ces centrales électriques, il y a toutes ces grosses constructions.
Nous, on vend surtout l'aspect sauvage, balade. On ne veut pas faire quand je disais avant, je ne veux pas forcément voir, on va dire, des constructions complémentaires. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment. C'était juste pour nous de mieux valoriser justement toutes ces choses qu'il y a là-haut. Qu'actuellement, c'est tout un coup par coup. On aimerait avoir plus de synergie aussi avec les accompagnateurs. On aimerait mieux mettre en valeur tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est vraiment le but premier. Et puis d'avoir un point, on va dire, de départ qui était vraiment fixé à Fionnet pour vraiment irradier un petit peu sur tous les secteurs. Autant monter en cabane, autant faire le tour du lac, autant justement voir toutes ces espèces, que ce soit végétales ou animales. Là-dessus, on a travaillé aussi avec les cercles écologiques Entremont, qui sont venus déjà l'année passée faire tout un recensement avec. Et puis, il y a tout un concept derrière. On est sur les voies, même éventuellement avoir quelqu'un qui pourrait informer sur place, une sorte de ranger un peu. On est en pleine discussion là-dessus pour faire un peu cet aspect parc sans être vraiment un parc. Merci. Simon, et puis après on prend les dernières questions. Juste un complément important par rapport à ça. On s'est posé la question dans le cadre de l'étude du développement du Val-de-Bagne, ou de la guidance des touristes dans le Val-de-Bagne. On s'est dit, mais au final, est-ce qu'il faut faire quelque chose? On s'est posé cette question-là. Et puis, on a, depuis l'été dernier, mis en place un système avec Swisscom qui s'appelle Mobility Insights, qui recense un petit peu toutes les cartes SIM qui entrent, qui sortent et dans quelle région est-ce qu'elles vont. Et puis, on a remarqué que ce qui était déjà identifié par les locaux, cette zone est déjà très fréquentée. Entre août et septembre de l'année dernière, puisqu'on a débuté ce projet début août, donc on n'avait pas les données auparavant, il y a eu plus de 80 000 personnes en enlevant les domiciliés qui montaient déjà là-haut. Donc, à partir du moment où un lieu est déjà développé, plutôt que de laisser les gens aller où ils veulent et finalement permettre un développement sauvage, autant le contrôler, autant permettre de les informer, de faire de la sensibilisation, de les orienter. Et on pense que c'est ça le développement qu'il va falloir faire. Mais évidemment, le but n'est pas d'arriver dans l'overtourisme, le but n'est pas de nous retrouver comme on voit dans certains endroits où au final les gens détruisent ce qu'ils viennent admirer. Et ça, c'est un petit peu la quadrature du cercle, c'est pour ça qu'on avance à pas de fourmis, mais j'ai de bons espoirs. J'ai de bons espoirs pour l'avenir parce que des solutions existent et puis toutes les parties prenantes sont intégrées au projet. Merci pour cette remarque complémentaire. On va prendre une dernière question, je crois, au fond, mais on va libérer Laurent Rocher qui doit absolument aller prendre un train. Je vous remercie très très sincèrement pour la participation qualitative, pour les réponses qui sont données. Et puis je pense qu'on peut l'applaudir et le remercier pour sa présence. Désolé de devoir vous quitter. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est toujours très intéressant de partager nos points de vue et nos idées. Mais j'aimerais juste conclure, en tout cas pour ma part, je crois qu'on a tout entre les mains pour faire bien, pour continuer, et puis de toujours bien se poser la question de ce que l'on fait aujourd'hui, est-ce que ça sera valable pour demain? Mais je crois qu'on est vraiment bien équipés, on a les étoiles qui sont assez alignées, alors à nous de faire juste tous ensemble. Une bonne soirée et merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Et pour la dernière question, en espérant que c'est pas M. Boucher. Ma question, le 11 mai cette année, je suis Bébé Tordé-Colette. Le 11 mai de cette même année, le Nouvelliste titrait, je cite, « Remontée mécanique, plus d'un tiers de salariés sous-payés ». L'article se base sur une enquête menée par le service de protection des travailleurs qui indique que 36% des collaborateurs et des collaboratrices dans 39 sur 53 sociétés contrôlées touchaient un salaire inférieur à ce que prévoyait leur contrat de travail. Ma question, ce soir, est de savoir si la commune de Val-de-Bagne est touchée à cette problématique. Merci. Je m'excuse de répondre peut-être abruptement, mais je n'ai pas la réponse pour vous répondre. Il faut savoir que Téléverbier, c'est une société privée qui doit aussi réglementer, je pense que les employés sont payés sur une convention collective, donc ils doivent suivre la convention collective, et puis pour la commune,
Je ne peux pas vous répondre en tout cas. Merci pour cette dernière question. C'est là qu'on voit que le tourisme, c'est de l'économie, c'est du social aussi, c'est de l'environnement, c'est un petit peu tout ça. Merci infiniment à tous les participants de cette table ronde. Merci Simon Miguel, merci Bertrand Goltz, merci Florent Michelot. Et puis un merci tout particulier à Vincent Michelot et Christophe Marais d'avoir organisé cette table ronde, un peu qui donne un certain dynamisme à vos questions et qui nous laisse espérons à donner l'entier des réponses que vous attendiez. Merci beaucoup et bonne soirée.